No one was coming to relieve us. We were literally abandoned by the world in the pitch black of Africa, of no ambient light. There was absolutely no way I was leaving, and I would give up every life under my command, those who volunteered to stay with me, and my own, to be able to save one Rwandan, one Tutsi, who would hold the world accountable for that genocide. How can the world, how can the rest of humanity abandon humanity? There were people like me sitting in offices day after day after day who did not fully appreciate the depth and the speed with which you were being engulfed by this unimaginable terror. Ce mea culpa du président américain ne saurait atténuer le poids de l'histoire. En 1994, le Rwanda va assister à l'élimination physique d'une partie de sa population avec le silence complice de la communauté internationale. Malgré les supplications du général Dallaire, le monde refusera d'agir pour sauver le Rwanda. Face à ces massacres barbares, des casques bleus vont ignorer les directives de l'ONU et sauver la vie de plusieurs milliers de Tutsis. Parmi eux, un militaire sénégalais, le capitaine Baïdjan, qui va sauver plus de 600 personnes dans l'un des pires génocides du XXe siècle. Le capitaine Baïdjan est né le 18 mars 1958 à Kouki, au Sénégal. Jeune homme dynamique et courageux, il fera partie de la première promotion de l'ENOA, École nationale des officiers d'actifs. En 1989, il sera envoyé en Casamance, une région en proie à une rébellion indépendantiste au Sénégal. Il y fera ses premières fulgurances. J'étais avec Baïdjan à partir de 1989. On était à Bignona. Et donc, pour ceux qui savent la réalité du terrain de 89 à 93, mais c'est les années de braise dans la lutte avec les MFDC, parce que c'est en ce moment que les MFDC a vraiment pris confiance qu'il pouvait gagner l'indépendance et qu'il a mené des actions terribles. Mais Mbaye à la tête de sa compagnie, comme moi à la tête de ma compagnie, on était tous à Bignona. Mais en fait, le centre de gravité de la lutte anti-MFDC, c'était Bignona, parce que c'est là où nous avions les unités d'élite vraiment pour se battre. Et la compagnie de Mbaye a pu se détacher vraiment par rapport à son engagement, mais par rapport à ses résultats sur le terrain, a pu se détacher du lot. J'ai connu l'homme là-bas, c'est-à-dire une personne extrêmement dynamique et extrêmement sportive et qui, je crois, il a souvent peut-être une sorte d'inconscience du danger. Même quand il joue au football, c'est comme ça qu'il joue au football. Il joue au football avec cœur, sans tricherie. C'est une personne qui n'a jamais su tricher. Avant d'aller au Rwanda, il a été en Casamance. C'est ce qu'il avait fait aussi. Il risquait tout le temps sa vie pour bien faire son travail. C'est quelqu'un qui est comme ça. On l'a envoyé sur les points les plus chauds de Casamance. Je ne vais pas les citer ici, mais tout le monde sait que Mbaye a été là-bas. Un courage à toute épreuve et une inconscience du danger qui lui vaudront des faits de guerre en Casamance. Mais c'est bien à Kigali que sa légende doit se forger. Le 6 avril 1994, au retour d'Arusha, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu par un missile alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Kigali. Cet attentat va marquer le début du génocide rwandais. Le Front patriotique rwandais, un groupe rebelle Tutsi, va accuser les membres du Hutu Power d'en être les instigateurs, alors que le Hutu Power va dans une propagande meurtrière accuser le Front patriotique rwandais. Le pays est plongé dans une atmosphère indescriptible de tueries partout dans le pays, dans Kigali surtout. Alors, mais on a vu que dans ces attaques conduites par ce qu'on appelle les interarmées, qui étaient les milices
du MRND, qui était le parti du président, ces attaques, certaines étaient ciblées sur des personnalités politiques qui faisaient partie de la transition, dont le Premier ministre, surtout Agathe. Alors, vous vous rappelez que le 11, Agathe a été attaquée chez elle. Elle était gardée par des Belges et les 11 Belges ont été tués. Et c'est là où Mbaye Diagne va intervenir. Vous connaissez bien le Premier ministre. Je me rappelle quand on allait en escorte, elle préférait se faire escorter par Mbaye Diagne, Madame Agathe. Alors Mbaye Diagne est arrivé dans la concession au moment où l'attaque se faisait, les gens attaquaient la maison. Il a sauté par le mur et il récupère ses enfants. Et les interhommes tuent les 11 Belges, les 11 casse-portes, rentrent dans la maison, cherchent Mbaye Diagne, passe par le mur, récupère les enfants et s'en va. Voilà donc la première, en fait, grande intervention du capitaine Mbaye Diagne dans ce conflit qui venait juste de démarrer. Nous parlons du 7-6 avril, l'avion présidentiel, et le 11, c'était à peu près l'attaque sur la maison du Premier ministre. Et c'est lui qui va être celui qui va aider à sauver les enfants du Premier ministre. Un premier acte de bravoure d'une longue série à venir. Le capitaine va sauver des Tutsis piégés dans leur habitation, mais aussi certains de ses collègues. Il ne s'est pas contenté de sauver des gens qui étaient dans le désarroi ou qui étaient menacés. Mbaye a sorti d'affaire d'autres observateurs comme lui qui étaient dans des situations très anachroniques. Et Mbaye a dû se déplacer pour aller démêler la situation et faire libérer ces gens-là. Et donc pour vous dire qu'à aucun moment, il n'a jamais résigné à la tâche. On a eu un observateur, les gens l'ont confondu parce qu'ils pensaient que c'est un frère de Kagame. Mais c'est une troupe qui l'a encerclé avec des 4x4 et des armes. Quand Mbaye Diagne, il a foncé avec son véhicule, il est venu, il s'est garé à l'intérieur, il a pris le gars, il a dit, c'est pas, il n'a rien à voir avec Kagame, c'est un Sénégalais. Vous le savez très bien, j'appelle vos chefs et je vais l'amener avec moi. Si vous voulez, vous me suivez à l'état-major et les gens vont vous confirmer que c'est un Sénégalais. Mais pendant ce temps, les gens étaient là à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Que faire face au courage et à l'impétuosité de cet homme? Alors que le soutien de la communauté internationale est complètement inexistant malgré les appels à l'aide du général Dallaire, le capitaine Mbaye Diagne va multiplier les actes héroïques, et ceux de son propre chef. Imaginez-vous quand le génocide a commencé. Mbaye Diagne a eu l'occasion d'aller à Nairobi. Et comme vous le savez, l'ONU à un moment donné a demandé à la MINUAR de se désengager. Et donc de 2500, nous sommes restés à 250. Mbaye Diagne a eu l'occasion d'aller à Nairobi, il a fait 3 jours, il est revenu de lui-même. Ok, s'il vous plaît, nous devons être là-bas à 9h45. On est en retard. À 10h, la réunion doit démarrer. Là-bas, c'est place vous pourrez faire. Vous connaissez l'hôtel Mille Collines, le problème de l'hôtel Mille Collines. Donc tous les réfugiés, les Tutsis qui cherchaient à se cacher, sont partis à Mille Collines. Et lui, il était à Mille Collines, bien sûr. Et déjà, sa présence faisait que les interhommes n'osaient pas faire certaines choses devant lui. Donc Mbaye Diagne s'est installé à Mille Collines avec les réfugiés Mille Collines. Voilà une méthode, c'est d'être présent là où les gens pourraient être tués ou sacrifiés. Et il était là, à Mille Collines. Mbaye a été de manière tout à fait exceptionnelle confronté au groupe parce qu'étant dans la zone de responsabilité du gouvernement rwandais, il avait le plus grand nombre de Tutsis qui étaient traqués et qui étaient enfermés dans des prisons, en fait, dans leurs habitations parce qu'ils ne pouvaient pas sortir au risque de leur mort. J'étais aide de camp du général Dallaire. Et donc le seul téléphone extérieur qui marchait pour la mission, c'était le téléphone qui était sur mon bureau. C'était le téléphone du général. Et donc quand les gens appelaient pour dire on a des gens qui sont enfermés dans telle maison, c'est allègrement que je disais à Mbaye, on a repéré des gens, on a repéré des gens, ici on a repéré des gens. Toujours il me disait, je vais aller voir.
Effectivement, quand il faisait la mission, on était souvent en liaison. Et quand il terminait, il me dit c'est réussi, c'est pas réussi. Moi, j'étais à l'état-major, lui, il était sur le terrain, pour me dire, je vais évacuer telle ou telle personne. Parce qu'en ce moment, n'oubliez pas qu'on ne peut pas évacuer les gens. Mais il y avait souvent des avions qui arrivaient. Et moi, j'avais l'information que l'avion arrive, et je lui envoyais l'information qu'il y a un avion qui arrive demain à telle heure. Et lui, il s'arrangeait pour qu'à cette heure-là, il puisse récupérer un certain nombre de gens qui étaient en danger et pour les amener à l'aéroport, pour que l'avion puisse les amener au Kenya. La majeure partie de ses missions se solde avec succès. Il a réussi à extirper plus de 600 personnes du piège du génocide, n'hésitant pas à mettre sa propre vie en danger. Le capitaine nous a montré que tout individu a le droit de protéger son semblable lorsque celui-ci est devant une telle atrocité. Je vais raconter une anecdote. Un jour, il a été très malheureux. Les gens l'ont suivi. Donc, il est parti. Il a repéré une maison. Il a tapé. Il a dit à la dame qui était avec 2 de ses enfants, ne vous inquiétez pas, ce soir, je passe vous récupérer. Il est parti. Malheureusement, les gens l'avaient suivi. Et quand il est parti, les gens sont passés derrière lui. Ils ont assassiné la famille. Quand il est revenu le soir, il a vu des traces de sang, il a trouvé des corps. Bon, j'avoue que j'ai dû moi-même faire un déplacement pour le consoler parce qu'il était inconsolable. Inconsolable pour avoir échoué une fois. Mais cela ne va pas l'empêcher de continuer avec beaucoup plus de détermination. Je me rappelle d'ailleurs une fois, le gouvernement rwandais a fortement protesté parce que c'est au cours de l'évacuation des gens, ils ont pris trop de temps parce que vous savez, ce n'est pas évident de se déplacer sur un théâtre d'opération. Alors quand ils sont arrivés à l'aéroport, l'avion était presque en train de partir, de décoller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé la route et ils ont bloqué le passage, comment on appelle, l'air de l'avion, l'air de décollage de l'avion. Et le pilote a été obligé de ne pas décoller, de s'arrêter. Et il a compris, le pilote, que c'était une évacuation. Il a ouvert la porte et il a fait monter les gens pour les amener au Kenya. Cette diatribe meurtrière émanant de la radio d'Émile Colline ne fait qu'augmenter l'ampleur des massacres. Le danger se fait de plus en plus pressant pour le capitaine, mais ce dernier refuse d'arrêter ses escapades humanitaires. Ce jour, il est venu avec une caméra. Et il faisait film, il nous filmait là. C'était comme pour dire au revoir, on dirait. Parce que nous sommes la veille de son décès. Alors il fait les films là, il prend tout le monde là. Je lui dis, mais toi là, je ne savais pas que tu étais un journaliste. Mais sama rek boo dee waaw mais lu ci sama yoon boo dee dem ci sama bor yooyu lan ma yéen foo leen jëm rek ngeen bëgg mu yóbbu la qu'est-ce qui se passe vous voulez que je sois avec vous à tout moment là si c'est notre secteur boo fi def moi je suis là pour mon travail là. C'est pas ton travail maintenant. Mais comme d'habitude quoi, tu peux passer manger, hein. Il y a quand même de la nourriture chez moi dans ma chambre. Tu ne peux pas dire à tout le monde que tu me nourris maintenant. Mais comme d'habitude, boy, j'étais toujours nourri. Au début de sa carrière, rien ne le prédestinait en fait à être au devant de la scène. Il ne passait pas inaperçu, c'est vrai. Parce que dans une assemblée comme ça, Mbaye va commencer par se quereller avec les gens, rien que pour gagner leur amitié. Et donc c'était le genre très taquin. Je viens vous voir pour essayer d'obtenir une interview. Bon, en tant qu'aide de camp, Un air taquin, une bonne humeur permanente malgré les horreurs qu'il affronte au quotidien. Le capitaine Baïdiagne, de son nom de code 306, va sans le savoir demander un ultime témoignage à ses frères d'armes, alors qu'il s'improvise journaliste la veille de son décès. Mais que pensez-vous de 306 là? 306 il est super, voilà tout ce que je peux dire. Super, ça veut tout dire. Hein. C'est un garçon que je vois un peu partout sur le terrain d'opération. Il affronte tous les dangers possibles et imaginables. Mais nous prions pour lui. Des prières seules qui n'empêcheront pas le capitaine de rencontrer son destin ce 31 mai 1994.
La dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, c'était le dimanche. On a beaucoup causé. Il m'a même donné des... J'ai parlé même avec des Rwandais qui étaient avec lui. Il m'a dit que la mission sera bientôt finie. C'est dans 12 jours. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Sur un lieu qu'on appelle le pont de Kigali. Je rappelle que le pont de Kigali se trouve après l'hôtel Méridien. C'est un peu la ligne de contact entre les deux forces. Et il faut avoir été là-bas pour voir le danger qu'il y a à traverser cette zone. Parce que quand vous traversez une zone de contact, vous êtes toujours entre deux feux. Et ce jour, il est venu me dire, nous sommes donc le 30, il est venu me dire, demain on évacue la famille, là. Il y a une famille qu'il faut évacuer là-bas parce que c'est très difficile, vous savez qu'ils parlent comme ça, il faut qu'on les évacue parce que, etc. Je dis, bien ok. Je dis, bon donc ce qu'on fait demain, moi je viens vers toi. On me dit, ok d'accord, à 1000 collines, et on prépare le truc. Alors c'est comme ça s'est passé. En réalité, Mbaye a quitté 1000 collines, l'hôtel où il résidait, et il devait venir à l'état-major de la Minuar, qui est de l'autre côté. Quand il a quitté, à un moment donné, il a demandé clearance. Est-ce qu'on a dit a priori il n'y a pas de problème? Et donc il est arrivé à la station et puis il a descendu. Il y a un pont qui fait face à une boîte de nuit qu'on appelait Kigali Night. Et c'est lui-même, pour des repères, qui me disait pont Kigali Night. Chaque fois qu'il me disait pont Kigali, je comprenais. Mais je ne savais pas que c'est au pont Kigali Night qu'il avait rendez-vous avec la mort également. Et donc, quand il a quitté, il est arrivé. Il a trouvé un garçon qui avait fait un petit barrage. Donc il l'a signalé pour que le garçon, au moment où le garçon tirait le bâton pour libérer, on entend une détonation. Mais l'obus, ça va vite. L'obus est venu taper directement derrière le véhicule. Un éclat est entré par le volet arrière et est venu le taper directement. C'était le mardi 31 mai. Je me suis réveillée. Je n'avais pas le cœur à l'ouvrage. Donc, je n'ai même pas mangé. Je n'ai pas pris le petit déjeuner, le déjeuner même. Vers les coups de midi, 1h, il y a ma grande sœur qui vient chez moi, qui me dit que est-ce que tu n'as pas entendu les nouvelles qu'il y a à Kigali? Je lui dis non. Il me dit qu'il y a un observateur qui est décédé. Je dis non, ce n'est pas moi parce qu'on ne m'a pas encore informé. Donc c'est vers les coups de 17h que la gendarmerie est venue chez moi pour m'annoncer la nouvelle. C'est là où quelque chose d'extraordinaire va se faire. Nous sommes battus depuis le début du conflit jusqu'à ce jour pour avoir un cessez-le-feu. On ne l'a jamais eu. Même la négociation du 29, dans laquelle Mbaye faisait partie, n'a pas réussi à mettre en place un cessez-le-feu. Mais pour la première fois, nous allons avoir un cessez-le-feu. Les deux belligérants décident d'arrêter les tirs pour permettre l'évacuation de Mbaye. Ce jour-là, on ne peut pas vous décrire l'expression qu'il y a eu sur les visages des gens. On ne peut pas vous expliquer comment les gens se sont littéralement retrouvés affalés par l'annonce de ce décès. Et des gens qu'on trouvait totalement solides. Par exemple, le général Dallaire qui commandait la force, mais il s'est enfermé dans sa chambre jusqu'au lendemain. Kigali est ébranlé par la mort de cet homme que le général Dallaire décrira comme la personne la plus courageuse qu'il ait connue. De cet homme qui, par ses actes, deviendra un héros. C'est les gens qui le disent, parce que par le travail qu'il a abattu là-bas. Si vous allez au Rwanda, la première chose qu'on vous demande, est-ce que vous connaissez le capitaine Mbaye? Puis les gens font beaucoup de témoignages sur lui. Il ne le faisait pas pour être un héros, il le faisait pour aider, suivant ce qu'il ressentait et suivant ses missions. C'est rare qu'on voit dans un théâtre d'opération des gens des Nations Unies
aussi engagés. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche un peu aux militaires des terres d'opération. Parce que le conflit dans lequel ils sont n'est pas un conflit qui les engage directement. Ce n'est pas leur pays qui est en cause, ce n'est pas leur population qui est en cause. Donc souvent, ça diminue un peu leur capacité à faire cette chose. Même Mbaye n'a vécu ce qu'il faisait comme il faisait en Casamance. Pour lui, là-bas aussi, c'est des gens et il avait le même comportement. Donc il n'avait pas changé de comportement aussi bien en Casamance par le courage qu'il montrait que sur cette terre d'opération qui était extérieure où les gens qu'il sauvait, c'était des étrangers qu'il ne connaissait pas et peut-être qu'il ne verra plus jamais, etc. Et il donnait toutes ses capacités pour pouvoir sauver ces gens-là. Je crois que c'est plus qu'un engagement, c'est un sacerdoce. Une émotion qui a atteint son paroxysme dans l'enceinte de l'hôpital principal, l'ultime hommage de frère d'armes au capitaine courageux. Dans ce cercueil aux emblèmes onusiens et sénégalais Mbaye Diagne, officier modèle, intègre et brillant, pétri de qualités qui font les grands meneurs d'hommes, le témoignage unanime de ses supérieurs. Mais également une vocation militaire, jalonnée de hauts faits d'armes, allié à un parcours scolaire et universitaire de premier de la classe. Le reste donné de surcroît au grandissant. Capitaine Mbaye Diagne, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décerrons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent à titre posthume. The resolution that we just adopted was adopted to shed light on those individuals who in the field and in dangerous situations demonstrate exceptional courage while serving humanity and the UN. It was named after Captain Mbaye Diagne from Senegal, who sacrificed his life after rescuing on his own hundreds, even maybe 1,000 civilians who were threatened by certain death during the genocide against the Tutsis and moderate Hutus in Rwanda 20 years ago. He is a hero of the UN without equal, and it is an honor for us to place his name on this medal. En dédiant une médaille au nom de Mbaye Diagne, je crois que les Nations Unies ont fait ce qu'il fallait. Parce que je n'ai pas vu, moi, dans l'histoire militaire, une médaille au nom de quelqu'un. On dit la médaille du courage Mbaye Diagne. Mais je n'ai pas vu. Il n'est pas courant de trouver dans l'histoire militaire une médaille qui porte le nom d'une personne. Ainsi, notre compatriote, officier d'élite au courage hors du commun, déjà entré dans le panthéon national, devient héros mondial. La nation saura immortaliser sa mémoire. Que sa famille trouve ici les hommages de la République. Ça, c'est un grand pas pour moi, vraiment. Parce que des présidents sont passés par ici, ils n'ont même pas cité son nom. Donc, à la journée des forces armées, j'étais vraiment très content qu'il y ait parlé du capitaine dans son discours. Un homme célébré par le monde, mais encore très peu connu dans son propre pays et dans son propre continent. Les populations ne s'approprient jamais d'un héros militaire tant que les militaires eux-mêmes ne montrent pas ce qu'il a fait. Parce que c'est nous qui savons ce qu'il a fait, la population ne peut pas le savoir. Donc c'est à nous, d'abord, dans le cadre de l'armée, de mettre Mbaye Diagne dans les écoles d'officiers, de mettre Mbaye Diagne dans le musée des armées, de mettre Mbaye Diagne dans les journaux des armées, de donner un nom de camp militaire à Mbaye Diagne, de donner un nom de rue qui passe devant un camp militaire à Mbaye Diagne,
Tout ça, c'est l'armée, c'est de la responsabilité d'abord de l'armée. Une fois que l'armée l'aura fait, on pourra se poser la question de savoir est-ce que la population, elle va adhérer à ça. Il y a des gens qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Donc tout ce que ça devait avoir comme reconnaissance, je crois que ce n'est pas encore venu. Mais comme le dit le proverbe, nul n'est prophète chez soi.